C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le colonel en retraite français Raphaël Bernard, déployé 3 fois au Mali, affirmait, et je cite, « Quand j'étais au Mali, nous étions là pour la restauration de l'intégrité de l'État malien. Aujourd'hui, avec une junte malienne hostile, le sens n'est plus là. » Même si dans les zones où on opère à Gao, Gossi ou Ménaka, les populations souhaitent la présence de la France. Le retrait des troupes françaises du Mali nous intéresse dans cette émission. Quel pourrait être l'impact au plan sécuritaire pour la sous-région? Pour en discuter, Émile Bella-Kwaku est avec nous. Bienvenue Émile. Merci beaucoup de m'avoir sur votre plateau. Je rappelle que vous êtes consultant en développement international, spécialiste en coopération au développement. Brièvement, rappelons le contexte du départ des troupes françaises, des troupes Barkhane. Très bien. Il faut déjà repartir un peu plus loin. En 2013, quand il y a eu la situation au niveau au Mali, l'État malien a sollicité l'aide internationale et donc les forces militaires françaises ont été donc déployées dans le cadre de l'opération Barkhane. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un soutien qui a été apporté. En cette période-là, on peut dire pratiquement que l'État malien était pratiquement à genoux parce qu'il y a eu les forces terroristes qui donc progressaient vers la capitale Bamako. Et les actions, ou du moins le soutien, l'appui donc de la force Barkhane a permis de pouvoir stopper cette progression-là. Et puis progressivement, les choses se sont installées. Sauf que ça n'a pas donné le résultat escompté par la population malienne de manière générale. Et donc ça a créé au fur et à mesure des tensions qui ont donc entraîné vers la fin donc, le retrait donc, des forces. Alors comment ce retrait s'est fait? C'est que déjà il y a eu des mouvements populistes, donc de manifestations qui sont caractérisés de ce qu'on appelle les sentiments anti-français des populations, et donc entraînant l'obstruction de l'opération des forces Barkhane. Et sur cette base-là, les forces militaires françaises ayant donc pris connaissance ont décidé de pouvoir en quelque sorte réduire leurs opérations. Ce que l'État malien n'a pas apprécié, donc ils ont qualifié d'abandon en plein vol. Et cette expression certainement n'a pas été aussi de son côté, Paris n'a pas forcément apprécié et a qualifié cela de honte. Donc la tension étant, le couteau étant tiré, ça a créé donc ce fossé-là. Et vers la fin, l'État malien a demandé à ce que les forces françaises donc, quittent carrément. Après les forces de l'opération Takuba, il y a eu aussi le désir pour les forces maliennes de pouvoir demander aux forces militaires françaises de pouvoir quitter le Mali. Donc voici à peu près les conditions dans lesquelles tout cela s'est fait et qui aujourd'hui nous conduit à ce résultat-là. D'accord, très bien. Que pensez-vous du travail abattu par ces forces françaises? Parce que de 2013 à aujourd'hui, les forces armées maliennes sont passées de 7 000 à 40 000 hommes grâce aux efforts de formation. Yeah. En termes de bilan de cette armée française au Mali. Oui, c'est ce que je disais, ça va dépendre aussi de l'analyse, de l'appréciation qu'on fait. De point de vue général, ou du moins de sentiment de certaines personnes, c'est que le travail n'a pas été, je veux dire, le résultat n'a pas été positif. Par contre, d'autres estiment que ce serait, de son côté, Paris, bien évidemment, estime que ça n'a pas nécessairement, il ne faut pas parler d'échec. Personnellement, je me situe dans le cadre de ceux qui pensent que ça n'a pas nécessairement été un échec, même si les résultats n'ont pas été suffisants. Il faut avoir le courage de le dire, dans le sens où, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, au bout d'un moment, je veux dire en 2013, l'armée malienne n'était pas forcément puissante, les forces terroristes étaient en voie de progression vers Bamako, donc le pouvoir malien était quasiment à genoux. Et donc il a fallu ce résultat-là. À côté de cela, il y a eu aussi l'assassinat du chef donc, de l'AQMI à partir donc, de cette période-là, en juin 2020, qui a été aussi un élément majeur qui a permis de pouvoir stopper les mouvements terroristes dans cette zone-là. Donc ça aussi, ce sont des résultats. Mais après, encore une fois, il aurait fallu encore plus, mais ce qui n'a pas suivi et donc qui justifie bien évidemment le sentiment de mécontentement que les populations maliennes et tous les amis du Mali, bien évidemment, ont. D'accord. Que pensez-vous de la décision de ces autorités maliennes de se séparer d'avec ces forces? Est-ce que cela ne pourrait être pas vu comme un manque de reconnaissance vis-à-vis de la France? Bien, il faut avoir en quelque sorte le courage, il faut leur accorder quand même cette force-là. C'est eux qui ont demandé et c'est eux qui aujourd'hui ne veulent plus. Donc il faut le leur reconnaître. Donc on ne peut pas leur en vouloir pour cela. Par contre, en tant que citoyen de la zone CEDEAO, j'estime que cette décision a des conséquences.
cette décision ne va pas nécessairement bénéficier, du moins pas dans l'immédiat, et peut-être pas dans le long terme, à la population malienne, dans ce sens que ça crée un vide énorme. Les populations maliennes, ou du moins la zone qui donc... On parle même de boulevard pour le terrorisme. Exactement. Donc il y a un énorme boulevard qui va s'ouvrir au terrorisme. Il va falloir chercher les moyens pour pouvoir combler. La force de l'ONU, la MINUSMA donc, qui est là, n'a pas forcément pour vocation de combattre, je veux dire dans ce sens-là. C'est pour cette raison que les forces Barkhane sont là. Et puis d'autres forces comme dans l'opération Takuba qui aussi travaillent à pouvoir appuyer l'opération, enfin la MINUSMA dans la sécurisation de cette zone-là. Alors si les forces de l'opération Takuba se retirent, si les forces de Barkhane se retirent et qu'il reste la MINUSMA, qui aussi aujourd'hui, parce que l'Allemagne qui donc joue un rôle dans ce sens-là au niveau de la MINUSMA de formation, est en train de revoir sa position. Il s'est dit que si Barkhane quitte, nous aussi on serait tentés de quitter. Donc c'est clair que ça va créer un vide. L'armée malienne, et ça j'attribue ce propos au président Macky Sall, qui dit que l'armée malienne n'est pas suffisamment outillée, même s'il y a la volonté, mais aussi il y a les équipements, je veux dire les arsenaux qu'il faut pour pouvoir combattre le terrorisme. Et l'armée malienne, malgré la volonté de ces troupes, n'a pas nécessairement tous les moyens qu'il faut pour combattre le terrorisme. Donc il y a un problème qu'il faut résoudre. Si elle n'a pas tous les moyens, quelle est la stratégie qu'elle met en place pour la sécurité non seulement de son pays, mais aussi pour l'alentour? L'une des stratégies, c'est de diversifier sa coopération militaire. Vous savez que le Mali, depuis de longue date, a une coopération avec la Russie. Et donc, c'est d'ailleurs ça aussi qui a entraîné la tension, parce que certaines personnes estimaient que, à tort ou à raison, parce que moi je n'ai pas forcément fait plus d'observations sur ce sujet, qu'il y a eu des forces mercenaires de Wagner, donc il y a une entité militaire russe, une entreprise privée russe donc, qui ont été déployées. Et d'autres estiment que, évidemment, le Mali a la possibilité de pouvoir choisir qui il veut pour pouvoir assurer sa sécurité. Ce qui va permettre, donc, bien évidemment, de combler ce vide-là s'il faut. Mais encore une fois, la lutte contre le terrorisme n'est pas un travail d'un seul État. C'est un travail conjoint et le Mali aura certainement besoin des autres pays membres de la CEDEAO, y compris la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vous parlez justement de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'avec le départ de ces troupes, la Côte d'Ivoire se sent menacée ou devra renforcer son système sécuritaire, surtout dans les frontières? Il y a des raisons de se sentir menacée parce que quand même la Côte d'Ivoire partage jusqu'à autour de 500 km de frontières avec le Mali. Donc c'est grand et vous comprenez que ces frontières, quelle qu'en soit la volonté des part et d'autre de pouvoir les renforcer, demeure poreuse. Ouais. Et donc il y a nécessité de pouvoir trouver un moyen de renforcer cela. C'est d'ailleurs à juste titre que le chef de l'État a dit, le chef de l'État ivoirien, donc son excellence Alassane Dramane Ouattara, qui a dit que désormais, certainement, si cela est nécessaire, il va falloir consacrer près de 3 à 4% du PIB de la Côte d'Ivoire à la défense militaire. Donc, du coup, c'est pour dire qu'il y a nécessairement besoin, un période de pouvoir renforcer le système de défense de la Côte d'Ivoire, de sorte à pouvoir faire face à ces situations-là. Et encore une fois, l'autre aspect pour la Côte d'Ivoire, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire appel à d'autres pays, y compris la France, donc il y a une base militaire ici, et puis certainement les États-Unis ou d'autres partenaires qui seront bien évidemment de bonne volonté à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa stratégie de protection de la population ivoirienne. Merci Émile Bellakwaku, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous êtes consultant en développement international, spécialiste en coopération au développement. Avec vous, nous avons parlé de l'expérience malienne, surtout avec le retrait des forces françaises, les défis sécuritaires pour la sous-région. Merci d'être passé encore sur le plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir et ce serait toujours avec plaisir de revenir ici encore une fois. On dira donc à très bientôt. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.